La zone de stabilité potentielle des hydrates, zone colorée en jaune, en bas à gauche, délimitée par la courbe donnant la température maximale qui permet l'apparition des hydrates selon la profondeur qui donne la pression. Chaque 10 mètres d'eau en ajoute l'équivalent de la pression atmosphérique. Pour des raisons physiques, c'est de la thermodynamique, il est impossible que les hydrates puissent exister à droite de cette courbe. On peut lire cette dernière de deux manières, en se référant à la température, l'axe horizontal du haut, ou à la profondeur, c'est-à-dire à la pression, axe vertical de gauche. Par exemple, pour une température de 4 degrés, on peut trouver des hydrates à partir de 450 mètres de profondeur, mais au-dessus de cette valeur, la pression n'est pas assez forte pour que le cristal puisse se former. Il n'y a donc pas d'hydrates dans les régions du globe où la température de l'eau est supérieure à 4 degrés et la profondeur inférieure à 450 mètres. Lu dans l'autre sens, la courbe qui délimite cette zone indique qu'à 800 mètres de profondeur, on peut éventuellement trouver des hydrates tant que la température est inférieure à 10 degrés, mais plus ensuite, etc. Les hydrates ne peuvent rester que dans les sédiments. Ce composé est moins dense que l'eau. Donc, s'il apparaît dans l'eau ou qu'il immigre depuis les sédiments, il remonte vers la surface en se désagrégeant. On peut donc en trouver entre le plancher océanique et la profondeur à laquelle la température est suffisamment remontée pour que l'on sorte de la zone de stabilité. C'est ce qui arrive à la profondeur dans les sédiments matérialisés par l'intersection entre la courbe gradient et la limite de la zone jaune. La limite inférieure des hydrates dans les analyses sismiques engendre un écho particulier qui ressemble à celui du fond de l'océan, ce qui explique le terme de réflecteur mentionné sur le dessin. On ne peut pas en avoir beaucoup non plus quand il y a de très grandes profondeurs d'eau, tout simplement parce que, à quelques exceptions près, il y a très peu de vie marine dans l'océan du large, donc peu de plancton qui sédimente au-dessus de grandes profondeurs d'eau, et donc peu de méthane dans les sédiments. Or, le méthane doit avoir saturé l'eau dans laquelle il est dissous pour que se forme de l'hydrate. Il en résulte de ce qui précède que pour l'essentiel, les hydrates sont supposés d'être sur les talus continentaux, ces zones qui plongent des plateaux continentaux vers les abysses et où la profondeur d'eau est de quelques centaines de mètres. Sauf pour les zones polaires où il peut aussi y en avoir sur des plateaux continentaux, mais il faut quand même 300 mètres d'eau au moins, comme le rappellent les figures du haut de l'encadré ci-dessus. Quand il y a suspicion de trouver des hydrates de méthane quelque part, comment faire pour en avoir le cœur net? La première technique, peu précise, mais utilisée pour ratisser large, est la sismique. En effet, les hydrates ont une conductivité du signal sonore très largement supérieure à celle du sédiment ordinaire, de telle sorte que, quand un fond contient des hydrates en quantité notable, l'écho de la zone contenant ces hydrates est plus faible que celui du reste des sédiments. En plus, le bas de cette zone, qui est le bas de la zone de stabilité des hydrates, à cause de la chaleur des entrailles de la Terre, comme expliqué ci-dessus, engendre un écho très caractéristique qui ressemble fortement à celui du fond de l'océan. Sur ce graphique, on voit un exemple d'écho obtenu lors d'une analyse sismique des fonds marins où la présence d'hydrates de méthane est suspectée. Deux frontières engendrent un écho quasiment identique, le plancher océanique, seafloor, et le bas de la zone de stabilité des hydrates, BSR pour Bottom Simulating Seismic Reflection, ou autrement dit, la simulation du fond marin. Les chiffres de gauche représentent le nombre de secondes qui séparent l'émission du signal de la réception de l'écho. Ensuite, quand la sismique a permis de repérer une zone qui pourrait bien contenir des hydrates, il faut faire des trous, comme souvent en géologie. Le trou en question, effectué au fond de l'océan, sert à deux choses. Il sert d'abord à prélever une carotte, bien sûr, dans laquelle on va chercher à savoir s'il y a ou s'il y a eu des hydrates. Mais les hydratologues parlent avec un sérieux handicap par rapport à tous leurs collègues qui font des trous au fond de l'océan. En effet, pour ces derniers, ce qui est remonté au bord du bateau est identique à ce qui a été prélevé dans les fonds. Pour les hydrates, pas de chance. Comme la pression baisse au cours de remontée des sédiments, l'hydrate sort de la zone de stabilité et se dissout partiellement. De la sorte, ce que l'on voit dans la carotte remontée n'est pas identique à ce qui a été prélevé. Il n'est même pas facile de savoir combien était différente la carotte qui était au fond de l'eau par rapport à ce que l'on voit sur le pont du bateau.
Le trou sert ensuite, ou en même temps qu'il est fait, à y promener des instruments divers pour mesurer la résistivité du sédiment en place, l'émission d'infrarouge du même sédiment, et encore quelques autres petites babioles qui fourniront autant d'indications précises pour savoir si des hydrates sont présents tout le long de la carotte, quand bien même ils auraient partiellement disparu quand le prélèvement sera remonté à bord du bateau. Sur le schéma ci-dessous, on voit l'exemple d'analyse effectuée par des instruments promenés dans le trou effectué par un carottier au fond de l'océan ou effectué le long de la carotte remontée. L'axe vertical de gauche indique la profondeur en mètres sous le fond de l'océan. BSR signifie encore Bottom Simulating Seismic Reflection. Les indications trouvées sur ce graphique sont les suivantes. Les étoiles rouges indiquent la quantité d'hydrate trouvée dans le sédiment remonté par le carottier, qui est un modèle spécial qui remonte tout dans un tube étanche. L'échelle est donnée par l'axe horizontal du bas. Les barres grises représentent les anomalies de température mesurées dans le trou par une caméra infrarouge, car un refroidissement local correspond à une dissociation d'hydrate. Échelle du haut, Kelvin égale K. La ligne rouge représente la concentration en chlore dans l'eau contenue dans les pores du sédiment, et c'est un marqueur de la présence d'hydrate, car la formation de ces derniers s'accompagne le plus souvent de l'expulsion de sel chloré qui se dissolvent ensuite dans l'eau. Comme on le voit, même en faisant des trous, savoir combien exactement il y a d'hydrate dans ce qui est prélevé n'est pas nécessairement trivial. En plus, les carottages seuls présentent une limitation importante dans un milieu solide. On peut très bien passer d'une concentration très forte à une concentration quasi nulle en quelques kilomètres. C'est le cas pour à peu près tout minerai de métal, dans une veine de charbon ou encore pour la teneur en carbone du sol, qui peut varier d'un facteur 10 en parcourant moins d'1 kilomètre à l'intérieur de la forêt de Fontainebleau. La technique appliquée pour des composés dissous dans un fluide, je fais quelques prélèvements puis j'extrapole à l'ensemble des fluides, ne sont donc plus valables pour donner un ordre de grandeur des milieux solides. Cela étant, les carottages, même avec leurs défauts, sont quand même indispensables car ils représentent le seul moyen d'aller voir ce qui se passe de plus près, outre qu'ils permettront d'étalonner les outils d'analyse sismique, lesquels peuvent par contre permettre d'estimer des concentrations moyennes sur des larges zones. Il résulte de ce qui précède, phase favorite des matheux, que pour obtenir une bonne idée de la quantité d'hydrate stockée dans les fonds marins, il faudrait idéalement forer tous les 10 mètres pour l'ensemble de l'océan avec un carottier qui ne laisse rien échapper de ce qui est remonté. Comme les carottiers qui permettent de conserver l'intégralité du méthane présent dans les sédiments ne datent que de 2002, le lecteur comprendra facilement que nous n'y sommes pas encore. L'évaluation publiée sur la quantité globale d'hydrate de méthane sur Terre sont donc obtenues avec des informations parcellaires et doivent être considérées avec prudence. Comme la proportion d'hydrate dans les sédiments qui n'en contiennent peut varier tout au long de quelques pourcents, disséminés sous forme de petits filets ou nodules de quelques millimètres, cas de figure le plus courant, à plusieurs dizaines de pourcents en quelques points d'accumulation particuliers, il est facile de comprendre que l'hypothèse retenue pour le taux moyen d'hydrate dans les sédiments peut faire varier les estimations globales d'un facteur de 10. Une première synthèse possible de l'information disponible est tout simplement de cartographier les endroits où les hydrates ont été prélevés ou sont probablement présents au vu des analyses effectuées. Voir la carte ci-dessous. Les régions du monde où la réserve d'hydrate s'est avérée par les prélèvements, les ronds vides, ou supposés par le biais d'analyse sismique ou d'analyse des puits dans lesquels les carottes ont été prélevées. Ce sont des ronds pleins. À partir des informations disponibles, les chercheurs de l'USGS, le US Geologic Survey, ont évalué le stock des hydrates sur Terre à 10 000 milliards de tonnes de carbone. Le carbone représente les 12/16 du poids total du méthane, soit l'équivalent du double de l'ensemble des gaz, du pétrole et du charbon extractibles sur la planète. Encore une fois, il s'agit d'un résultat à considérer avec prudence. Et s'il y a peut-être là matière à quelques inquiétudes pour le climat, comme nous allons le voir, rien n'indique qu'une quantité quelconque de ces hydrates soit commercialement exploitable à l'avenir. Pourquoi est-ce un problème pour le climat, tout ça? Comme le méthane est un gaz à effet de serre et que par ailleurs c'est le principal composant du gaz naturel et donc qu'il brûle, il y a deux évolutions liées à ces hydrates qui pourraient avoir une influence négative sur le climat. Si ces hydrates sont commercialement exploitables, l'homme sera tenté d'y puiser une nouvelle source d'énergie carbonée pour faire face à la diminution des autres ressources,
par exemple le pétrole. Et le recours à ces hydrates comme source d'énergie permettra d'avoir des émissions croissantes de CO2 pendant plus longtemps. En fait, certains scénarios d'émissions très intensifs en gaz supposent nécessairement que ces hydrates seront exploités. Enfin, que ces hydrates soient commercialement exploitables ou pas, si la zone où ils se trouvent se réchauffe, ils vont cesser d'être stables, se dissocier, et le méthane s'échappera dans l'atmosphère, contribuant alors à accélérer le réchauffement climatique, puisque le méthane est un gaz à effet de serre.